Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Nous sommes le 2 janvier 1876 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou plutôt, comme on le disait à l'époque, à Saint-Gilles-sur-Vie. L'ambiance est à la fête et pour cause. Un bruit court dans la ville vendéenne. Narcisse Pelletier, l'enfant du pays, va revenir au bercail après 17 ans d'absence. 17 ans pendant lesquels sa famille le croyait mort lors d'un naufrage. Narcisse Pelletier doit arriver par le train depuis Paris en début d'après-midi. Les habitants de Saint-Gilles, informés de ce retour miraculeux, se précipitent sur la route par laquelle il doit arriver, malgré le froid mordant de l'hiver. Des embouteillages se créent à proximité de la gare, des voitures, hippomobiles dans la grande majorité des cas, s'agglutinent pour voir le jeune marin revenir dans la ville qu'il a vu naître 32 ans plus tôt. L'événement est tellement incroyable qu'une cérémonie s'improvise bientôt dans toute la ville. Le prêtre donne même une messe en son honneur dans l'église de la ville. L'attente semble interminable. Vers 15h30, à la joie de toute la population, Narcisse Pelletier arrive enfin à la gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au bras de son père. Une foule en liesse se dirige vers la maison familiale, située à quelques rues, en criant « Vive Pelletier !» Les amis et connaissances du marin ne tardent pas à leur emboîter le pas. Les gens sont tellement nombreux à vouloir entrer à l'intérieur de la maison que le père est obligé de fermer la porte à clé. Les chanceux qui ont pu se frayer un chemin à l'intérieur sont les témoins de retrouvailles aussi émouvantes qu'inimaginables. Le père, la mère et le fils s'étreignent pour la première fois depuis 17 ans. Des ouvriers qui ont assisté à ce rassemblement improvisé ont proposé un feu de joie qui a été accepté à l'unanimité. Après avoir obtenu la permission de monsieur le maire, tous se sont mis à l'œuvre, l'euphorie est à son comble. À la nuit tombée, les habitants attendent Narcisse pour danser et chanter avec eux, manifester leur joie d'être de nouveau ensemble. Alors Narcisse sort de la maison, marche vers eux et commence à danser au milieu de la rue. Il voit le feu de joie en son honneur, entend ses amis crier son nom. Il se met à remuer ses jambes, ses bras et son torse dans tous les sens. Bientôt, il ferme les yeux et imagine des bruits de percussion, le son puissant du didgeridoo utilisé par les aborigènes et semble rentrer en transe. La fête bat son plein. Narcisse rouvre les yeux et sourit à ses amis, mais eux ne sourient plus et s'arrêtent de danser. Il voit leur visage se figer. Il se rend compte de leur stupéfaction face au spectacle dont ils viennent d'être témoins. Narcisse Pelletier a dansé à la manière des sauvages, en émettant des sons incompréhensibles. Une gêne s'installe aussitôt. Bientôt, la musique qui se faisait entendre jusqu'au village voisin s'arrête elle aussi. Les proches de Narcisse se rendent compte qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. L'enfant du pays est devenu un sauvage blanc. La population semble démunie et ne comprend pas ce qui se joue sous ses yeux. Pour le comprendre, il faut revenir 17 ans en arrière, à l'époque où le jeune Narcisse partait en expédition au bout du monde pour ne plus en revenir avant de longues années.
Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Narcisse Pelletier, un jeune marin vendéen qui a vécu 17 ans avec les aborigènes jusqu'à en devenir un. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa jeunesse jusqu'à son naufrage en Australie, où il sera abandonné et livré à lui-même. Narcisse Pelletier ne s'est pas toujours comporté comme un aborigène. Né en janvier 1844 à Saint-Gilles, c'est un petit garçon turbulent, insolent même, qui finit par se faire exclure de l'école alors qu'il a à peine 11 ans. Élevé en face de l'océan, au milieu d'une population de marins, Narcisse est nourri par les récits de longs voyages. Très vite, lui aussi souhaite partir à l'aventure et parcourir les mers pour découvrir les histoires merveilleuses qu'on lui racontait sur le monde. Son père, qui souhaite lui apprendre la discipline, le pousse alors à devenir mousse, pour son plus grand plaisir. En mai 1856, Narcisse a 12 ans et embarque à bord de son premier bateau, le Génie, aux Sables d'Olonne pour 5 mois. S'ensuivent d'autres expéditions de plusieurs mois, pendant lesquelles il sillonne les mers de France et du sud de l'Europe. Mais à l'époque, la vie des jeunes mousses est particulièrement éprouvante. On leur confie les tâches les plus ingrates. Ils doivent faire face à la sévérité parfois brutale des chefs et sont souvent les souffre-douleurs de l'équipage. Sa santé est mise à rude épreuve à cause des conditions météorologiques et des nombreuses nuits blanches passées à veiller sur les bateaux. Mais le jeune Narcisse tient bon. Après le Génie, il embarque à bord de la Reine des Mers. Lors de ce voyage, Narcisse est encore plus maltraité. Un jour, l'adjoint du capitaine lui donne un violent coup de couteau. La blessure est profonde et lui laisse une vilaine cicatrice sur le bras. Le jeune Narcisse, traumatisé, profite d'une escale à Marseille pour s'enfuir. Quelques jours plus tard, le 6 août 1857, il embarque cette fois-ci sur le Saint-Paul, un immense 3-mâts commandé par le capitaine Emmanuel Pinard. Narcisse est conscient qu'il entreprend ici un très long voyage, mais il ne se doute pas encore à quel point. Le Saint-Paul doit traverser l'océan Atlantique et Indien jusqu'à Bombay afin de livrer des cargaisons de vin. Le bateau doit ensuite faire voile vers la colonie britannique de Hong Kong pour une mission des plus lucratives. En effet, le capitaine Pinard souhaite recruter et faire monter à son bord 317 ouvriers chinois pour les emmener en Australie. Ces derniers serviront de main-d'œuvre dans les mines d'or préemptées par les Anglais qui ont colonisé l'île depuis près d'un siècle. En faisant cap sur l'Australie, tout semble se passer pour le mieux sur le bateau. Mais bientôt, l'équipage se rend compte que les provisions ne sont pas aussi abondantes que prévu pour nourrir tout ce monde. Le capitaine décide alors de diminuer les rations de nourriture pour les ouvriers, à leur grand mécontentement. Ces derniers commencent à menacer l'équipage d'une révolte. Il devient donc urgent de trouver une solution pour arriver au plus vite à destination. Alors le capitaine décide de prendre un autre itinéraire, plus rapide mais aussi plus dangereux. Cette décision va changer le cours de l'expédition. Au calme des premiers jours, succèdent d'énormes vagues et un épais brouillard qui bloque la visibilité du bateau. Dans la nuit du 11 septembre 1858, le Saint-Paul finit par heurter un récif de corail et s'échoue dans l'archipel de la Louisiade, plus précisément sur l'île Russell, en Nouvelle-Guinée. Le 3-mâts, très abîmé par le choc, est impraticable. Les canots sont mis à l'eau. En plusieurs voyages, les ouvriers et les membres de l'équipage se réfugient avec quelques vivres sur un îlot tout proche. Tout ce monde se retrouve naufragé dans cette région hostile. Alertés par les cris de détresse des ouvriers, une dizaine d'autochtones s'approchent. Au départ, leur attitude ne semble pas menaçante. Ils viennent même apporter assistance aux naufragés en leur apportant des cocos et quelques victuailles. Mais les naufragés se méfient. En ce milieu du XIXe siècle, ces peuples sont considérés comme dangereux. L'eau douce venant à manquer,
le capitaine Pinard et quelques matelots décident de se rendre sur l'île Russell pour y chercher de quoi ravitailler les troupes. Ils laissent sur place Narcisse et les centaines de travailleurs chinois pour garder le campement. À la tombée de la nuit, le comportement des autochtones change alors radicalement. Ils se regroupent et encerclent les ouvriers qui sont alors à leur merci. Ces derniers sont battus à coups de pierre puis dévorés quand d'autres sont faits prisonniers. Narcisse, entendant la boucherie qui est en train de se dérouler à quelques mètres de lui, comprend qu'il doit fuir. Alors, malgré la nuit noire qui l'entoure, il court vers le rivage en direction de la mer. Ne sachant pas nager, il marche de l'eau jusqu'à la taille. Un autochtone armé d'une pierre la lance vers Narcisse et l'atteint à la tête. Blessé, le marin continue pourtant d'avancer. Mais quelques instants plus tard, des pirogues s'approchent dangereusement de lui pour lui couper la route. Narcisse se pense condamné. Il va subir la fureur des sauvages et finir dévoré lui aussi. Fort heureusement, le capitaine Pinard, qui a entendu depuis l'îlot voisin les cris et l'agitation des sauvages, arrive sur un canot et l'attrape pour le sauver d'une mort certaine. Pour faire fuir les autochtones de plus en plus nombreux sur le rivage, les autres membres de l'équipage se précipitent sur l'épave du Saint-Paul, enlèvent les cheminées des canons de leurs fusils et tirent vers la mer. Cette fusillade peu impressionnante pour des marins a eu l'avantage d'effrayer les locaux. Lorsqu'ils ont entendu les bruits de détonation, ils se sont mis à courir pour se mettre à l'abri. Pendant plusieurs semaines, la situation est critique. Le capitaine Emmanuel Pinard tente alors une expédition avec les matelots survivants pour chercher du secours auprès des Anglais sur la côte australienne. Pendant leur absence, les ouvriers se font tuer les uns après les autres. Après 12 jours de navigation cauchemardesque, les marins aperçoivent une montagne verdoyante. Ils viennent d'arriver au nord-est de l'Australie, dans une région encore inexplorée par les Européens à l'époque, sur laquelle vivent des populations que l'on dit cannibales. Les marins qui accostent partent à la recherche d'eau et de vivres, avec plus ou moins de succès. Narcisse, qui peine à guérir de sa blessure, est au plus mal. Un soir, alors que les autres matelots sont partis à la recherche de fruits, il s'endort exténué. Le lendemain matin, à son réveil, il s'empresse de rejoindre ses camarades d'aventure en s'approchant de la chaloupe, restée près du rivage. Mais très vite, Narcisse ne voit plus le trois-mâts, ni le reste de l'équipage. Il doit se rendre à l'évidence. Il a été abandonné sur ce territoire sauvage qu'il ne connaît pas et il est désormais livré à lui-même. Le jeune mousse de 14 ans se dit que son destin est scellé. Ce sera la mort, rongé par la faim ou dévoré par les bêtes féroces et les tribus cannibales. Désespéré, il prie, puis marche péniblement à travers l'île jusqu'à se réfugier au pied d'un arbre pour y dormir jusqu'au petit matin. Alors qu'il dort d'un sommeil tourmenté, Narcisse entend les pas de 3 femmes qui s'avancent vers lui. Celles-ci sont effrayées à la vue du jeune mousse. Elles s'enfuient rapidement et racontent cette drôle de rencontre à leur mari. Bientôt, ces derniers partent pour voir ce jeune blanc de leurs propres yeux. Est-il en danger ? Au contraire, leur veut-il du mal ? En voyant arriver ces hommes noirs, nus, scarifiés sur la poitrine et armés de leurs flèches, le jeune marin est terrorisé, mais résigné. Il est trop faible pour bouger. Alors il ferme les yeux en attendant la mort qui sera provoquée par les coups des sauvages. Pourtant, l'un des autochtones ne va pas lever la main pour frapper Narcisse, mais au contraire, pour lui donner des fruits. L'indigène lui explique qu'en échange de ces quelques fruits, il aimerait la timbale d'eau en métal que le jeune marin tient dans sa main. Narcisse n'en croit pas ses yeux. Il s'exécute et leur offre la timbale et reçoit les fruits en retour. Ils ne parlent pas la même langue, mais Narcisse comprend très vite que des échanges sont possibles. Il reprend espoir. Peut-être même pourra-t-il survivre. Narcisse est finalement recueilli par cette étrange famille qui, non sans méfiance au départ, lui propose nourriture et assistance. Après quelques jours de repos bien mérités, le chef de cette tribu va finir par adopter Narcisse comme son propre fils. Le jeune marin ne s'appelle plus Narcisse, mais Amglo. Le jeune Amglo va ainsi apprendre à vivre comme un aborigène pendant près de 17 ans, jusqu'à devenir l'un des leurs.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes sur la péninsule du Cap York, au nord-est de l'Australie. Le jeune Amglo, anciennement Narcisse Pelletier, marche vers sa pirogue pour partir à la pêche avec son cousin Sassy. Il a préparé tout son matériel, sa lance et sa corde, et monte à l'avant de l'embarcation pour repérer et pêcher quelques poissons à offrir aux membres de sa famille. Le temps où le jeune mousse arpentait les rues de Saint-Gilles et respirait l'odeur de l'Atlantique semble aujourd'hui bien loin. Pourtant, quelques années plus tôt, le jeune Narcisse est dans un état critique, abandonné par l'équipage du Saint-Paul sur cette terre inhospitalière et en mauvaise santé. Alors qu'il pense mourir de faim ou finir dévoré par les sauvages, il est finalement adopté par une tribu aborigène, les Oantala. Patiemment, les membres de ce clan le soignent, le nourrissent et lui apprennent les us et coutumes de leur tribu jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Aujourd'hui, son père adoptif, le chef du clan Maademan, le considère comme son propre fils. Les débuts sont difficiles pour Narcisse. Il garde en lui pendant longtemps le secret espoir d'être secouru par les siens et de pouvoir retourner chez lui. Il pense à ses parents qui doivent être morts d'inquiétude ou même emplis de chagrin en pensant à leur fils qui a péri en mer. Mais Narcisse a dû se résigner et accepter son destin. Personne ne viendra le chercher sur cette terre du bout du monde, encore inexplorée par les Occidentaux. Sa vie se poursuivra donc ici, auprès des aborigènes. Cette assimilation à une toute nouvelle culture est longue et laborieuse. Il faut tout réapprendre. Devenu Amglo aux yeux de cette nouvelle famille qu'il ne connaît pas, il tente d'abord d'opposer à ses nouveaux compagnons les croyances de sa vie d'avant. Par exemple, il explique à la tribu sa croyance en un Dieu tout-puissant qui serait à l'origine du monde. Mais les aborigènes ne se laissent pas intimider aussi facilement. Selon eux, c'est la Lune qui est à l'origine du monde et qui continue de veiller sur les hommes chaque nuit. Les aborigènes n'adoptent pas les croyances occidentales. Pour eux, une observation et une connaissance fine de la nature leur permet d'adopter des rites pour influer sur la météo ou encore sur les récoltes à venir. Peu à peu, Narcisse s'habitue à cette famille de substitution. Il apprend ainsi leur langage, composé majoritairement de sons et de gestes pour se faire comprendre, ainsi que le maniement de la pirogue pour pêcher avec une lance. Malgré son passé de marin, Narcisse ne sait pas nager et apprend aussi au contact des aborigènes. Il découvre un monde totalement différent du sien, où vivent des émeus, des serpents et des kangourous. Un monde qui est aux antipodes de tout ce qu'il a pu connaître en tant qu'Européen. Les mois passent, et Amglo fait d'énormes progrès pour s'adapter à sa nouvelle vie. En plus de son père adoptif, il tisse des liens forts avec son cousin, Sassy, avec qui il part souvent pêcher. La tribu à laquelle appartient Amglo est décrite comme paisible et non belliqueuse. Au sein de celle-ci, les journées se suivent et se ressemblent. On y pêche très souvent, et la pêche d'un jour permet de nourrir tous ses membres pendant 48 heures. Ainsi, après le jour de pêche, succède un jour de repos, pendant lequel les hommes réparent les pirogues et aiguisent leurs flèches. Quant aux femmes, celles-ci restent près de leur lieu de vie pour s'occuper des enfants. Amglo participe aussi aux grandes fêtes, durant lesquelles les clans voisins se réunissent pour échanger, chanter et danser à la lueur des flammes jusqu'à tard dans la nuit. Il prend aussi part aux batailles, parfois meurtrières, qui opposent des communautés rivales. Narcisse expliquera plus tard avoir tué 2 hommes d'une autre tribu de ses mains. Au-delà du quotidien, Amglo apprend petit à petit à s'imprégner des croyances de ses hôtes. Il comprend qu'un pacte mystérieux unit les tribus autochtones à la nature. Les aborigènes considèrent chaque proie et chaque victuaille comme une offrande. Mais ces offrandes sont attribuées selon des règles bien particulières. Amglo l'a pris à ses dépens. Un jour, alors que la faim le tenaille, Amglo veut manger un poisson habituellement réservé aux vieillards. Il voit sa chair tendre et son parfum délicat,
alors qu'il vient d'être cuit. Les aborigènes partageant tout, Amglo se décide à en manger un morceau. Cet écart de conduite, grave pour les aborigènes, est alors rapporté à sa tribu. Son père, Mahademan, ainsi que les autres membres sont furieux. Pour eux, il faut punir cet affront qui est considéré comme un sacrilège. Alors, à la tombée de la nuit, l'ensemble de la tribu se réunit autour du feu. L'un des membres s'avance vers Amglo avec une lance. Les autres hommes l'entravent et l'allongent par terre sur le ventre. Amglo ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il se débat et se met à crier. D'un coup, il ressent une vive douleur au mollet comme un coup de poignard. En réalité, il vient d'être piqué par la pointe d'une lance. Après quelques minutes de souffrance, la douleur finit par s'estomper. Amglo, secoué par ce qui vient de lui arriver, retourne près du camp de sa tribu et se couche sans un mot. Le lendemain matin, il remarque un trou purulent sur son mollet. Il ne le sait pas encore, mais il a reçu un poison inoculé par la pointe de la flèche. Cette blessure se transforme rapidement en un ulcère qui ne guérit jamais. Elle lui laisse une marque indélébile. Cette punition rituelle, que l'on peut assimiler à de la sorcellerie, fait partie des règles de vie aborigènes. À mesure qu'il grandit, Amglo vit un véritable bouleversement intérieur. Après avoir longtemps tenté d'opposer ses manières d'Européen, il finit par embrasser sa nouvelle identité. Sa transformation devient plus profonde. Ses repères et sa perception du monde sont complètement remis en question. Il vit ce séisme intérieur à un moment crucial de sa vie, celui du passage à l'âge adulte. La famille d'Amglo organise alors pour lui, comme pour tous les jeunes hommes aborigènes de sa tribu, une cérémonie initiatique pour ce passage important. Pendant cette cérémonie, Amglo doit combattre un autre jeune homme avec une lance. Le duel s'annonce difficile. Même si Amglo a parfaitement intégré les enseignements aborigènes, il n'a pas tous les réflexes qu'ont les jeunes autochtones. Mais il pense aux encouragements de son père adoptif et parvient à maîtriser son adversaire. Il sort vainqueur du combat. Mais la victoire est de courte durée. Amglo doit subir plusieurs châtiments corporels pour achever sa transition vers l'âge adulte. Il se fait ainsi percer l'oreille droite pour y insérer un cylindre de bois. Pour les membres de sa tribu, plus le bout de bois est large, plus l'homme qui le porte est estimable. Il porte également un coquillage sur la cloison de son nez. Enfin, après avoir longtemps redouté cette pratique, Narcisse va se faire scarifier le corps. Il s'agit d'un symbole important chez les Oantala. Les hommes qui n'en ont pas sont montrés du doigt comme pestiférés. Les scarifications sont effectuées à l'aide d'un morceau de verre qui sert de bistouri. Les aborigènes commencent presque toujours par la région abdominale, où les scarifications doivent être horizontales. Des entailles profondes sont alors provoquées pour réaliser des cicatrices très apparentes. Ces blessures ont pour but de rendre le torse des hommes plus attirant pour les femmes. Narcisse gardera toute sa vie ces marques sur son corps. Les aborigènes croient également en la réincarnation. Pour vivre au mieux cette seconde vie, les aborigènes s'adonnent à une pratique bien curieuse, celle de s'arracher une incisive de la mâchoire inférieure. Il s'agit du seul rite auquel Amglo refusa de se soumettre. Enfin, devenu un homme aborigène à part entière, Amglo est initié au cercle secret du temps des rêves. Un soir, à la lueur de la lune, il écoute Mahademan lui expliquer cette mythologie aborigène. Ce dernier dessine sur le sable tout ce qu'il doit savoir. À une époque inconnue, alors que le ciel et la terre n'étaient qu'un espace vide, les ancêtres se sont réveillés afin de créer la vie. Ainsi, ils ont fait apparaître les plantes, les animaux, les rivières, les montagnes, puis les hommes et les femmes. Après avoir accompli leur tâche, les ancêtres se sont retirés de la terre, laissant leurs esprits habiter tout ce qu'ils avaient créé. Ces esprits, sortes d'énergie en mouvement, se déplacent sans cesse et accompagnent encore aujourd'hui la nature et les hommes. Les mythes associés au temps des rêves sont transmis de génération en génération à travers le chant, la danse et l'art. Mahademan se met donc à chanter pour invoquer l'un de ces esprits.
Amglo écoute cette mélodie qui ne ressemble à rien de ce qu'il a pu entendre jusqu'à présent. Puis, il reçoit une goutte d'eau sur le front et très vite, des dizaines suivent et tombent sur lui. Une averse se déclenche. Amglo est émerveillé. Comme par magie, Mahademan vient de faire tomber l'eau du ciel. Ils rient tous les deux de joie d'avoir partagé ce moment unique et précieux. On connaît peu de choses de ce temps des rêves qui repose en grande partie sur l'oralité, mais aussi sur la culture du secret. D'ailleurs, lorsque Mahademan termine son récit, il efface ses dessins sur le sable et fait promettre à Amglo de ne jamais dévoiler ce qu'il vient d'apprendre, surtout auprès des Occidentaux colonisateurs. Amglo respecta ce pacte jusqu'à sa mort. Désormais adulte, Amglo se voit attribuer une compagne par son père adoptif. Il le promet alors à une très jeune enfant appartenant à une tribu voisine. Mais on sait très peu de choses de sa vie sentimentale sur place. À peine sait-on que les deux époux ont une très grande différence d'âge et que l'union semble être restée à l'état de projet. Le 11 avril 1875, l'équipage d'un navire anglais, le John Bell, vient à la rencontre du groupe d'Amglo pour lui faire du troc. C'est une pratique courante à cette époque chez les marins. La tribu des Ohantala s'approche donc sans crainte, curieuse de découvrir ce que lui veulent ces Blancs dans leur drôle d'accoutrement qui descendent de leur immense vaisseau de bois. Ce sont les hommes du clan qui s'approchent en premier. Ils prennent avec eux leurs lances et s'avancent lentement vers le rivage. Jusqu'à présent, les membres de la tribu éloignent toujours Amglo du rivage pour qu'il ne puisse pas être reconnu par les Européens qui passent par ce coin sauvage et isolé. Les années passant, ils comprennent qu'Amglo, qui est devenu un membre à part entière de leur famille, peut leur être arraché du jour au lendemain. Mais ce jour-là, personne n'invite Amglo à rejoindre les terres pour récolter des fruits ou partir à la rencontre d'une autre tribu. Ce dernier reste près des siens, fier de montrer son torse scarifié aux Blancs qui viennent envahir la terre des ancêtres. Il regarde discrètement Mahademan et attend ses directives. Il ne sait pas s'il va devoir les attaquer, se cacher ou au contraire, aller à leur rencontre. Après avoir mouillé leur bateau, les marins anglais découvrent avec étonnement la présence de ce Blanc au milieu des aborigènes. Pour le capitaine, il ne peut s'agir que d'un homme retenu contre son gré par des sauvages. Il est impossible qu'un homme blanc civilisé puisse vivre auprès des aborigènes par choix. Il imagine alors un stratagème pour le libérer. Les Anglais font miroiter de belles marchandises aux autochtones, comme du tabac, des biscuits et des bijoux, et invitent Amglo à venir les chercher sur leur navire. Étrangement, son clan, qui d'habitude reste sur ses gardes, l'encourage cette fois-ci à y aller. Est-ce par attrait pour les marchandises ou un signe du destin ? Il ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que cette négligence de la tribu aura des conséquences dramatiques. Amglo monte donc sur le bateau. Une fois à bord, les Anglais, revolver à la main, l'empêchent de repartir. Celui-ci ne parvient pas à expliquer sa situation. Il ne comprend pas l'anglais et ne sait plus parler français. Alors il panique, crie et tente de fuir. Mais les Anglais le coincent de nouveau et les marins lèvent l'ancre. Très vite, il s'éloigne de cette petite plage australienne qui fut le lieu de vie d'Amglo pendant 17 ans. Pensant bien faire, les marins l'enlèvent ainsi de sa tribu d'adoption et le conduisent à Somerset, la colonie britannique la plus proche. Amglo comprend qu'il vient d'être arraché aux siens pour la deuxième fois. Un deuxième déracinement, tout aussi violent que le premier, qui va définitivement sceller son destin. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Narcisse est désormais à bord du John Bell, un navire anglais qui navigue vers la colonie britannique la plus proche, Somerset. À bord, les marins s'empressent de donner à Narcisse des vêtements qu'il n'avait plus portés pendant 17 ans. Ils sont profondément choqués de voir ce jeune homme blanc nu,
portant un coquillage dans la cloison du nez et des cicatrices profondes sur le corps. Narcisse a tellement perdu l'habitude de se vêtir qu'il sait à peine mettre un pantalon et une chemise. Il est très gêné dans ses mouvements. Il est très anxieux sur le bateau et ne comprend pas un traître mot de ce qu'on lui dit. Les marins ont peur qu'il ne s'attaque à eux, mais veulent à tout prix le ramener à la civilisation. Le capitaine du navire tente d'apaiser Narcisse. Il lui explique qu'ils ne sont pas venus pour lui faire du mal, mais au contraire pour lui sauver la vie. Il n'a désormais plus rien à craindre. L'équipage va tout faire pour ramener Narcisse à sa famille. Ce dernier se calme et reprend petit à petit ses esprits. Malgré tout, la communication avec l'équipage est presque impossible. Narcisse a totalement oublié sa langue maternelle et aucun marin à bord ne parle français. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire et sont bien embêtés. L'un des marins présents demande à Narcisse s'il est français. Il reconnaît le mot « French » et hoche la tête. Voilà un indice qui va permettre au marin de l'amener à bon port. Il tente d'écrire des mots qui lui reviennent, mais ces derniers sont incompréhensibles. Contrairement à sa langue maternelle, Narcisse n'a pas oublié la tribu des Oantala et sa vie chez les aborigènes. Alors il se met à dessiner. Il dessine des animaux qu'il a chassés, des tortues, des poissons, des serpents. Il dessine la plage, ou encore les membres de sa famille. Il commence sans le savoir à donner de précieux indices sur sa deuxième vie en Australie. Après plusieurs jours de traversée, et devant l'insistance de l'équipage pour connaître son identité et contacter sa famille, Narcisse finit par écrire une lettre à ses parents. Il parvient à rédiger quelques mots, même si cette première tentative n'est vraiment pas concluante. « Papa, maman, je ne suis pas mort, je suis vivant. J'étais à bord du Saint-Paul de Bordeaux qui a fait naufrage sur le roc du Sauvage. Narcisse. » Arrivé à Somerset, Narcisse Pelletier doit reprendre un autre bateau pour Sydney afin d'y rencontrer le consul de France. Mais un habitant de Somerset, témoin de l'arrivée de Narcisse, assiste à plusieurs tentatives d'évasion de ce dernier. Il s'est ainsi plusieurs fois soustrait à la surveillance de l'équipage anglais pour courir vers l'océan sans succès. Malgré la certitude qu'il est désormais sauvé, 17 ans après son abandon, Narcisse est complètement déboussolé et voudrait retourner parmi le peuple aborigène qui l'a secouru. Narcisse finit par arriver à Sydney le 25 mai 1875. Là-bas, il devient rapidement un objet de curiosité pour les habitants. Il débarque dans cette grande ville, l'œil hagard, les cheveux ébouriffés, des habits manifestement trop grands pour lui et les lobes des oreilles écartés par les bouts de bois qui s'y trouvaient. Des témoins de son escale à Sydney racontent qu'il le voit parfois perché sur la barrière d'une clôture et qu'il observe de manière suspicieuse tous ceux qui croisent son regard. Pire, il n'arrive presque pas à s'asseoir sur une chaise comme il pouvait le faire autrefois sans réfléchir. Narcisse est rapidement amené auprès du consul de France, Georges-Eugène Simon, afin d'être interrogé, mis en quarantaine et rapatrié en France. Mais les entretiens sont compliqués. Narcisse ne comprend pas ce que le consul lui explique, il ne répond que par des sons inintelligibles et fait des gestes tous plus étranges les uns que les autres. Alors, patiemment, le consul l'aide à réapprendre le français. Au bout de quelques semaines, la communication s'établit d'abord péniblement, puis de manière plus fluide. Narcisse comprend de mieux en mieux sa langue. Le consul réussit à lui expliquer qu'un navire l'attend pour l'emmener à Nouméa, devenue une colonie française quelques années auparavant. Mais lorsqu'il évoque sa famille et son passé en France, Narcisse semble avoir tout oublié. Il explique que toute sa famille doit être morte au vu du nombre d'années passées loin d'elle. Le destin extraordinaire de Narcisse devient un véritable phénomène qui dépasse les frontières de l'Australie. Des photos du marin devenu le sauvage blanc viennent noircir les pages des journaux du monde entier, en particulier britanniques et français. Ainsi, le journal anglais le Times s'est rapidement fait l'écho de l'arrivée de Narcisse dans la plus grande ville australienne. Toute l'histoire du jeune homme a ainsi été racontée, de son naufrage jusqu'à son sauvetage, 17 ans plus tard.
À travers ce récit se dessine la figure de l'Européen revenu à l'état primitif. Un cas rarissime dans l'histoire qui déchaîne les passions. Il n'est pas sans rappeler celui d'Alexander Selkirk, un marin écossais qui a inspiré le célèbre roman Robinson Crusoe, publié un siècle et demi plus tôt. Selon les conceptions en vigueur au XIXe siècle, il paraît invraisemblable, voire impossible, qu'un homme venant d'un pays civilisé puisse vivre auprès des sauvages, comme on les appelait alors. Ces derniers sont considérés comme dangereux, cannibales et païens. On les compare d'ailleurs plus souvent à des animaux qu'à des hommes, et rares sont ceux qui souhaitent les comprendre. Alors comment Narcisse avait-il pu vivre 17 ans avec eux jusqu'à faire partie de leur tribu ? Cela restait pour le moment un mystère. De l'autre côté du globe, les parents de Narcisse, qui résident toujours à Saint-Gilles, reçoivent 2 photographies de leur fils envoyées par le ministre de la Marine. Celles-ci accompagnent les lettres que Narcisse leur a écrites depuis son départ. Ils imaginaient leur fils mort. Et voilà que du courrier leur parvient après des années de souffrance. Ils pensent d'abord à une mauvaise blague, mais le journal Le Bulletin français confirme la nouvelle. Leur fils Narcisse est bien vivant. Sa mère quitte alors la robe de deuil qu'elle portait depuis 17 ans pour exploser de joie. Durant son escale à Sydney, qui durera 38 jours, Narcisse rencontre des Français pour la première fois depuis son naufrage et se familiarise encore un peu plus avec sa langue maternelle. Il fait de grands progrès et parvient à se faire comprendre. Il poursuit ses efforts alors qu'il arrive à Nouméa, où là encore, il doit rester 1 mois. En Nouvelle-Calédonie, Narcisse écrit de nouveau à ses parents pour les informer de son état et surtout de son retour en France qui se précise. « Mon cher père, ma chère mère et mes frères, je vous écris une autre fois. Je vous embrasse de tout mon cœur si vous êtes vivants. Je suis arrivé à Nouméa, je vous dis bonjour. Narcisse Pierre Pelletier. » Le 7 août enfin, Narcisse monte à bord d'un autre bateau, le Jura, direction la France, plus précisément la ville de Toulon. Mais comme si le sort s'acharnait sur lui, la traversée qui le sépare de la France est longue et éprouvante. À bord, Narcisse ne reçoit aucun traitement de faveur et sa jambe continue de le faire souffrir. Surtout après 30 jours de traversée sans obstacle, le bateau approche des côtes chiliennes pour passer le fameux Cap Horn. Les eaux turquoises s'assombrissent alors à mesure que le navire franchit les 50e hurlants où s'affrontent sans relâche les océans Pacifique et Atlantique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune marin n'est pas apaisé par ce retour. Il peine encore à se souvenir de sa vie d'avant, ne sait pas s'il va retrouver sa famille et surtout ne sait pas comment il sera accueilli. C'est un deuxième déracinement que vit Narcisse et il ne sait pas s'il a pris la bonne décision en montant sur ce dernier bateau. Après 5 mois de traversée, il finit par arriver à Toulon le 13 décembre sous un ciel brumeux. Éprouvé et déboussolé, il se dit qu'il vient enfin d'achever cet interminable périple. Il est frigorifié. Lui qui était habitué aux températures australes, il retrouve les hivers rudes de son pays natal. Un de ses frères, Élie, l'attend sur le port. Narcisse descend du bateau enveloppé d'une couverture et l'aperçoit sur le quai. Il court alors vers lui. Les retrouvailles sont bouleversantes. Les 2 frères s'étreignent et des larmes coulent le long de leurs joues. Lorsque Narcisse a vu son frère pour la dernière fois, il avait à peine 13 ans. Lui et son frère ont grandi et sont désormais des hommes. Pour Élie, cette scène semble irréelle. Il voit son frère, les cheveux hirsutes, qui se tient presque accroupi devant lui et lui parle en écorchant presque tous ses mots. L'espace d'un instant, il se dit qu'il a fait une erreur. Mais la ressemblance de cet homme en face de lui avec sa mère est trop flagrante pour ne pas le reconnaître. Malgré les années et les stigmates de sa vie passée auprès des aborigènes, le frère de Narcisse exulte de revoir celui qu'il croyait mort depuis bien longtemps.
Les deux frères montent ensuite dans un train en direction de Paris, où ils sont bien entendu accueillis par une foule de journalistes et de curieux. Narcisse ne comprend pas bien ce qui se passe. Il évoluait dans un environnement calme, bercé par le bruit des vagues, et le voilà aujourd'hui sur le quai d'une gare où les locomotives sifflent, les passants crient et où le monde se presse. Tout le monde le dévisage, le presse de questions, le prend en photo. Il est mal à l'aise et n'ose pas parler. Son français n'est pas encore totalement revenu et il se sent honteux à l'idée qu'on se moque de lui. Mais à Paris, c'est une véritable frénésie médiatique qui s'est créée autour de l'histoire de Narcisse. Tout le monde veut voir le sauvage blanc revenu en France. Les reporters brûlent d'envie de décrocher un entretien avec lui. Sa réputation le précède et son itinéraire est rapporté dans tous les principaux titres de presse. Souvent, on salue le retour du jeune mousse, sauvé des griffes des sauvages par les Anglais, mais d'autres journaux mettent en avant sa transformation physique et le décrivent davantage comme un fou ou un sauvage. Certaines compagnies mal intentionnées proposent même à Narcisse d'intégrer leurs troupes pour devenir une bête de foire, comme cela se faisait à l'époque. Le retour de Narcisse favorise des réminiscences de sa vie passée. Ses souvenirs se faisant plus précis, il se rappelle le naufrage du Saint-Paul et surtout de l'abandon du capitaine Pinard. Il comprend que ce dernier l'a laissé pour mort à l'autre bout du monde et qu'il ne doit sa survie qu'aux aborigènes qui ont pris soin de lui. Alors un immense sentiment de vengeance envahit Narcisse. Il veut retrouver le capitaine Pinard coûte que coûte et lui faire la peau. Bien évidemment, son frère et les personnes qui l'accompagnent l'en dissuadent. À quoi bon le retrouver et le confronter 17 ans plus tard? Narcisse découvre un pays qui a profondément changé. Pendant qu'il vivait en Australie, la France a perdu la guerre contre la Prusse, les Parisiens se sont révoltés dans le sang pendant la Commune, et la Troisième République a succédé au Second Empire. À Paris, Narcisse est envoyé à l'hôpital Beaujon afin d'être étudié par des médecins et des anthropologues. L'époque, marquée par le colonialisme, le racisme et la peur de l'autre, ne favorise pas un diagnostic positif. On s'intéresse davantage à son changement de comportement qu'à la culture au sein de laquelle il a vécu pendant 17 ans. On l'examine sous toutes les coutures, on note ses modifications corporelles et on réprouve ses nouveaux instincts. Le 2 janvier 1876, il fait un retour triomphal à Saint-Gilles, sa ville natale. Toute la population vient à sa rencontre. Bien évidemment, l'émotion est à son comble lorsqu'il voit ses parents pour la première fois depuis de longues années. Des festivités sont organisées et durent jusqu'au lendemain. Mais très vite, la méfiance succède à l'euphorie. Les habitants qui la veille prenaient Narcisse dans leurs bras l'évitent désormais dans la rue et détournent leur regard. Le marin devient mutique et remarque à quel point il embarrasse ces gens qui autrefois étaient ses amis. Mais quelques semaines plus tard, un médecin venu de Nantes vient lui rendre visite, un certain Constant Merlan. Il a entendu parler du retour du sauvage blanc à Saint-Gilles et souhaite lui soumettre un projet qui pourrait changer sa vie. Écrire son histoire et sa vie chez les aborigènes grâce à son témoignage. Ils ne le savent pas encore, mais cette rencontre aura un impact considérable sur la postérité de l'histoire de Narcisse. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour à Saint-Gilles en 1876. Narcisse Pelletier, qui a désormais 32 ans, est enfin de retour chez lui, auprès de sa famille. Mais les retrouvailles, pleines d'émotions au départ, sont vite devenues embarrassantes. Narcisse voit à travers les yeux de ses proches toute la peur et la gêne qu'ils suscitent. Son comportement, son physique, ses manières, tout a changé. Il est totalement désociabilisé et doit se réadapter à un monde qui n'est plus vraiment le sien. Très vite, il reste cloîtré chez ses parents, ne sortant que très rarement. Son père ne lui adresse presque pas la parole et sa mère entre dans un profond désarroi. Son fils lui a été rendu, mais à quel prix? Leur relation ne sera plus jamais la même.
Alors le père de Narcisse souhaite tenter quelque chose. Amener son fils à l'église afin qu'il puisse être désenvoûté de l'influence des sauvages. La famille part donc un jour en direction de l'église où le prêtre organise une sorte d'exorcisme. Il implore le Seigneur de laver les péchés de Narcisse, qu'il lui pardonne ses comportements païens et qu'il retrouve son âme perdue. Mais rien n'y fait. La cérémonie ne donne évidemment pas le résultat attendu, et pour cause. Narcisse n'a pas été envoûté. Il a simplement intégré les comportements de sa famille adoptive aux grandes dames de sa première famille. Il est désabusé. Comment peut-il vivre une vie normale à présent, après tant d'années loin des siens ? Narcisse souhaite retrouver du travail. Il se rend sur les différentes embarcations à Saint-Gilles dans l'espoir d'être embauché et de reprendre sa vie là où elle s'était en quelque sorte arrêtée. Mais là encore, il se heurte à la méfiance des marins qu'il avait autrefois accueillis à bras ouverts. Selon les ragots de certains d'entre eux, Narcisse porte malheur. D'autres ont même peur d'être mangés par lui. Alors c'est l'âme en peine que le jeune Vendéen, désormais seul et au chômage, poursuit sa vie. Pourtant, un jour, un médecin se présente à la porte de la maison des Pelletiers. Il s'appelle Constant Merlan et exerce à Nantes. Vendéen lui aussi, il a eu connaissance de l'histoire de Narcisse dans les journaux et à travers les réactions des habitants de la région. Il s'est tout de suite fasciné pour cette histoire hors du commun et souhaite la faire connaître. Sur la réserve, Narcisse hésite un peu. Mais ses parents lui expliquent que ce témoignage, une fois publié, pourra lui rapporter de quoi subvenir à ses besoins pour quelques années au moins. Alors, il finit par accepter. Narcisse et Constant Merlan vont se rencontrer à de nombreuses reprises durant l'année 1876. Le médecin a à cœur de reconstituer sa parole et de mieux comprendre ce qu'il a vécu. Il prête ainsi sa plume à celui que l'on appelle maintenant le sauvage blanc. Constant Merlan s'appuie scrupuleusement sur les écrits et dessins de Narcisse et surtout sur ses souvenirs et son expérience de la culture aborigène. Le jeune marin raconte alors ce qui a été sa vie durant 17 ans. Il ne fait pas toujours l'éloge de la tribu qui l'a adoptée et évoque aussi bien les moments difficiles que les liens très forts qu'il a noués avec elle. Constant Merlan développe ainsi plusieurs chapitres dédiés à l'analyse de la culture aborigène. Rites, vie de famille, alimentation, cérémonies funéraires, tout est détaillé au fil des pages, jusqu'à l'industrie qui est bien entendu jugée inexistante. Mais Narcisse occulte de son témoignage la description de certaines traditions ancestrales des aborigènes, respectant ainsi la promesse qu'il avait faite à sa famille adoptive de les garder secrètes. Le récit de Constant Merlan décrit la vie de Narcisse et surtout sa rencontre totalement fortuite avec une culture à l'opposé de la sienne. On ne connaît pas bien les motivations du médecin à publier cet ouvrage. Évidemment, aussi curieux soit-il, il n'est pas neutre dans cette retranscription. Il tente parfois de faire comprendre par le filtre de ses connaissances et des préjugés de l'époque ce que fut la vie de Narcisse Pelletier en Australie. Son livre, intitulé « 17 ans chez les sauvages », paraît la même année. Malgré une narration parfois biaisée et européano-centrée, il est encore aujourd'hui considéré comme le premier livre d'anthropologie en français sur les populations aborigènes du nord-est de l'Australie. Le livre n'a malheureusement pas le succès escompté, mais permet tout de même à Narcisse de bénéficier d'une petite rente pour finir ses jours sans trop de difficultés. À la suite de la publication du livre et en dédommagement, il reçoit de l'État une offre pour devenir gardien de phare à Saint-Nazaire, lui garantissant un emploi à vie. Narcisse s'installe dans la ville portuaire où il finira sa vie. Il démarre son poste en tant que gardien de phare qu'il garde pendant quelques années. Cette activité lui permet de s'éloigner des autres et de leurs préjugés. Mais les conditions sont difficiles. Les nuits sont souvent courtes et l'escalier à monter et descendre plusieurs fois par jour pour allumer le phare réveille sa douleur à la jambe. Il change alors d'emploi pour être employé au port de Saint-Nazaire. Ses collègues le voient souvent perché sur une balustrade près du port à regarder l'océan. On imagine facilement Narcisse se perdre dans ses pensées, à essayer de se remémorer sa vie à l'autre bout du monde. Une vie où il n'était pas considéré comme un sauvage. Une vie où on l'avait accepté malgré sa blancheur de peau, malgré ses vêtements, malgré ses différences.
Mais ce temps est révolu et il sait qu'il doit tourner la page. Mais aller de l'avant semble bien compliqué lorsqu'on est considéré comme un paria. 5 ans après son retour en France, Narcisse se marie avec Louise Désirée Mabilot, une jeune couturière. Ils n'auront pas d'enfants et on ne saura jamais avec certitude s'il a laissé une descendance en Australie. Il poursuit sa vie sans plus vraiment faire parler de lui. Après avoir été à la une de tous les journaux, Narcisse aspire à une vie plus calme et solitaire. Les gens qui le croisent soulignent l'image d'un homme absent, en proie à une certaine mélancolie. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle sa vie chez les aborigènes. Il ne supportait surtout pas les jugements sur eux et le fait d'être encore considéré comme un sauvage. Ce surnom restera malheureusement le sien jusqu'à sa mort. Le 28 septembre 1894, Narcisse Pelletier, alias Amglo, s'éteint chez lui à Saint-Nazaire, à l'âge de 50 ans. Il n'aura jamais revu l'Australie ni la tribu qui l'avait adopté. Fort heureusement, il aura laissé son précieux témoignage à la postérité. Mais à son époque, la société civilisatrice européenne ne prend pas la mesure de l'importance scientifique de ce récit, notamment sur le mode de vie des aborigènes. En effet, au milieu du XIXe siècle, l'Europe a colonisé une grande partie de l'Australie et les aborigènes sont au mieux tolérés, au pire massacrés. Ainsi, l'ouvrage écrit par le docteur Merlan tombe peu à peu dans l'oubli, et ce pendant plus d'un siècle, avant de refaire surface d'une façon tout à fait inattendue. Il faut en effet attendre 2004 pour entendre de nouveau parler de l'histoire de Narcisse Pelletier. Celle-ci est alors redécouverte grâce à une anthropologue australienne, spécialiste des aborigènes des plages, Stephanie Anderson. La route de la chercheuse croise celle du jeune Vendéen lors de travaux sur un sujet d'étude. Elle découvre alors l'histoire de ce mousse, abandonné par son équipage et recueilli en 1858 par le peuple aborigène des Outanganous, dont fait partie la tribu des Oantala. Elle est stupéfaite par le témoignage unique de ce Français qui avait oublié d'où il venait et même sa langue natale. Elle se passionne pour cette histoire extraordinaire qui mêle deux mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer, mais que le destin a liés à jamais. Après de nombreuses recherches, Stephanie Anderson s'envole vers la France depuis Brisbane pour se rendre à Saint-Gilles, afin de recueillir davantage d'informations sur Narcisse. Elle écrit sa biographie en 2009 avec l'aide de plusieurs experts et ethnologues. Pour mener à bien ce projet, l'anthropologue reprend le fameux livre du docteur Merlan qui lui permet de reconstituer de manière fidèle qui était Narcisse et son mode de vie auprès des aborigènes avant l'intrusion des Européens. Dans sa biographie, Stephanie Anderson rend également compte du double déracinement qu'a vécu le jeune marin et de la résilience dont il a fait preuve pour s'adapter. L'histoire de Narcisse illustre le croisement entre les cultures dans une époque marquée par le colonialisme, le racisme et aussi par un certain attrait pour l'exotisme. Son parcours permet de faire ressortir les contradictions du XIXe siècle autour de l'image de l'autre, entre cannibalisme présumé, peur de l'autre, mais aussi la représentation du bon sauvage. Petit à petit, la ville qui a vu naître Narcisse Pelletier redécouvre sa vie et lui rend hommage. Une promenade et un square portent aujourd'hui son nom à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et une association internationale des amis de Narcisse Pelletier y a été fondée en 2016. Après Stephanie Anderson, décédée en 2019, d'autres anthropologues et ethnologues continuent d'étudier ce précieux témoignage qui n'a sans doute pas fini de livrer tous ses secrets. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou, réalisé par Gilles Bavulac. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.